Bonjour à tous. Le titre du webinaire, comme vous le savez probablement, c'est Comprendre l'intelligence artificielle, l'analytique et autres technologies numériques. Donc, bonjour à tous. Il y a certaines personnes que je connais dans notre assistance, plusieurs personnes que je ne connais pas et j'ose assumer qui ne me connaissent pas non plus. Donc, je vais me faire une petite présentation juste pour vous mettre dans le bain. On va quand même passer 1 heure ensemble, donc c'est bien de faire un peu connaissance. Euh, petite histoire de route. Je vais vous parler de maths aujourd'hui, d'analytique, mais en fait, mon parcours commence en mode ce que je voulais faire quand j'étais petite. Je voulais designer des vêtements, partir là-dedans. Puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que, bon, mes parents étant les êtres raisonnables qu'ils sont, ils m'ont dit, ben, Hélène Sarah, va donc faire quelque chose d'un petit peu plus sérieux, avoir un diplôme solide en poche. Je me suis dit, d'accord, on va aller en administration, hein. De cette façon-là, je vais pouvoir avoir mon entreprise en mode plus tard. Donc, le problème va être réglé quand même. Ce qui s'est passé est tout autre chose. Mais dans ma deuxième année de bac, j'ai eu un cours qui s'appelle recherche opérationnelle. Dans ce cours-là, on apprenait à faire des tournées de camions. Puis dans le fond, c'était pour optimiser le parcours des camions de livraison, par exemple. Donc, quel client on va voir en premier, deuxième, troisième, etc., pour que ça nous coûte le moins cher possible, que ce soit le plus rapide, etc. J'ai découvert un monde fantastique, celui de la mathématisation, si on veut. Donc, on peut traduire la vie en équation mathématique, puis ça me fascine depuis ce temps-là. Ensuite, j'aime aller plus loin dans les choses, donc j'ai fait une maîtrise en méthode analytique de gestion. C'était pas assez pour moi, donc je suis allée faire un doctorat en mathématiques. À travers ça, je trouvais que c'était un peu, pas un peu stérile, mais je trouvais qu'il manquait d'exemples concrets et plaisants aux exemples parce qu'à l'époque, j'étais aussi chargée de cours à HEC en mathématiques de gestion. Donc, je me suis créé un blog. Et encore une fois, pour ceux qui me connaissent, j'y fais des choses drôles. En fait, j'optimise la vie de tous les jours, comme combien de café on doit boire quand dans une journée pour être le plus productif possible. Donc, j'aime beaucoup la notion d'optimiser, quantifier des choses qui sont a priori un peu qualitatives. Puis finalement, j'ai parti mon entreprise Grid. C'est un peu le sponsor de notre webinaire aujourd'hui. Donc, voici pour la présentation et allons dans le vif du sujet. Euh, Vif du sujet, on va quand même faire un petit aparté sur Grid, c'est quoi? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les PME à prendre des meilleures décisions. Donc, je vous parlais de la notion de quantifier la vie. Je quantifie aussi des problèmes d'affaires, évidemment. Puis, je fais ça en identifiant, en réalisant, en implémentant des projets en intelligence numérique. C'est quoi tout ça? C'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui aussi. On va démystifier les principaux termes. Puis en fait, notre spécialité, c'est qu'on réalise des projets de données, même si votre entreprise en a pas. On va aussi voir c'est quoi finalement des données aujourd'hui. Et là là, il y a plein de mots qui sont à la mode, n'est-ce pas? Algorithmes, on en entend passer souvent, hein, ceux-là, les algorithmes de Facebook, de Google, d'Instagram. C'est quoi ça? Bon, j'ai parlé d'intelligence numérique tantôt. C'est quoi? C'est nouveau, j'en ai pas trop entendu parler. Ah, mais j'ai entendu parler d'intelligence artificielle, par exemple. Mais après ça, c'est quoi que ça veut dire, ça? On le sait pas trop, hein. On dirait qu'on nous lance juste plein de mots qui sont tendances ces temps-ci. Puis, ben, c'est tellement dense, on les utilise tellement de façon interchangeable aussi que c'est vraiment difficile de savoir qui fait quoi. Mais de savoir exactement qui fait quoi, pour moi, c'est pas nécessairement ça le plus important, mais plutôt de savoir de quelle façon ça peut amener quelque chose à votre entreprise. Puis, donc, on va essayer de vraiment faire le ménage là-dedans aujourd'hui. Euh, L'objectif du webinaire, évidemment, on fait ça sur 1 heure de dîner. Donc, on ne va pas aller dans le détail de chacun des thèmes que j'ai mentionnés. Le but, c'est vraiment de faire un survol, d'essayer de mieux les comprendre, d'essayer de mieux comprendre c'est quoi leur différence, puis surtout d'être capable d'avoir une meilleure idée de leur utilité en entreprise. Donc, vraiment, c'est pour avoir une vue globale. Si jamais ça ne va pas assez dans le détail à votre goût, c'est normal, comme je dis, c'est un survol, mais ça va me faire plaisir d'en parler avec vous plus tard si jamais vous êtes resté sur votre fin. Donc, allons-y. On va commencer par la base. Les données, c'est quoi? Je commence avec ça parce que c'est vraiment la matière première, en fait, de tous ces mots-là. C'est vraiment leur fil conducteur, c'est vraiment le point commun.
C'est mon analogie préférée. Pour bien comprendre c'est quoi les données, j'aime les comparer à la notion d'information et d'intelligence. Donc, pour illustrer ceci, j'adore les métaphores filées, j'adore faire des rapports avec des systèmes quotidiens. Donc, on va prendre la farine, le pain et la toast. La toast avec confiture, la toast beurrée. Euh, donc, les données, c'est comme de la farine. C'est une matière qui est brute. À moins que vous soyez bizarre, moi, de mon côté, je ne prends pas des cuillères de farine dans la vie. C'est pas propre à la consommation telle quelle. C'est une très belle matière première, mais pas tellement digeste en soi. Donc, dans un contexte d'affaires, par exemple, un tableau des ventes ou des transactions du dernier mois, ça serait un exemple de données. Donc, c'est vraiment vous pouvez avoir ça dans un fichier Excel, vous pouvez avoir ça dans une base de données. Donc, c'est vraiment une quantité de données qui est là, c'est dense. On a, bon, quand on parle de transactions, on a des noms de clients, on a des dates, on a des valeurs. C'est difficile, en fait, de consommer tout ça sans que ce soit traité. Là où arrive le pain. Le pain, c'est quand on traite cette information, quand on traite ces données-là pour avoir une information. Donc, on a une valeur euh, qui va résumer les données. Donc, dans ce cas-là, notre exemple, ce serait le montant total des ventes dans le dernier mois. C'est une information. Par contre, avec cette information-là, c'est un peu tannant parce que je ne sais pas concrètement quoi faire avec. Donc, montant total des ventes dans le dernier mois, OK, mais pas dans un contexte. Donc, si je veux être amenée à prendre des décisions ou avoir vraiment une idée plus claire de ce qui se passe, j'ai besoin d'utiliser ça un petit peu plus précisément. Puis c'est pour ça que j'aime l'exemple du pain, parce que quand on a vraiment faim, je vais me satisfaire de prendre une bouchée de pain comme ça, pas grillé, pas toasté, la même chose, pas beurré, pas rien. Ça va faire la job. Donc, je suis quand même capable d'arriver à satisfaire ma faim, mais si je veux vraiment aller plus loin avec ça, ben, je vais devoir trier, faire quelque chose en fait avec mon information. Puis c'est là où arrive l'intelligence. Je vais tasser ma petite tête pour qu'on voit c'est ici. Donc, ce serait par exemple le pourcentage de variation des ventes par rapport au mois précédent. Donc là, on a vraiment pris l'information, mais on l'a mis en contexte. Donc, si je sais c'est quoi le pourcentage de variation des ventes par rapport au mois précédent, je sais que ça a augmenté, ça a descendu. Donc là, je suis plus en même de prendre des décisions par rapport à ça. Donc là, c'est vraiment rendu un mets à emporter qui est final. Donc, c'est mon analogie préférée. Par contre, c'est pas parce que là, dans le fond, la notion d'intelligence était représentée par un pourcentage, mais c'est pas parce que j'ai une valeur en pourcentage que c'est nécessairement de l'intelligence. Donc, je tiens à faire la petite nuance ici. C'est vraiment le contexte dans lequel la valeur elle va être utilisée. Puis, ça m'amène à la petite définition qui est en bas ici. Donc, l'objectif final de l'intelligence, c'est de favoriser la compréhension et la prise de décision. Donc, comme je disais, c'est un menu prêt à emporter. Petite notion d'historique, je sais qu'on parle vraiment beaucoup d'analytique, de BI, d'intelligence artificielle, comme si c'était nouveau. Mais pour être honnête, ça date vraiment pas d'hier qu'on utilise les données et qu'on les analyse dans un contexte d'affaires. Je me suis amusée à aller creuser dans les archives dernièrement pour mettre des dates là-dessus puis avoir un petit peu de contexte. Donc, saviez-vous qu'en 1913, on parle de plus de 100 ans, là, il y avait un cours de business statistics, donc de statistiques d'affaires à Harvard qui se donnait par un monsieur qui s'appelle Dr. Copeland. Puis eux, ce qu'ils faisaient dans ce cours-là, entre autres, c'est qu'ils prenaient des données publiques, parce que oui, à l'époque, il y avait des données publiques, donc des données sur l'import-export, des données sur l'immigration, les revenus de chemin de fer, par exemple, qui étaient publics. Puis les entreprises pouvaient donc utiliser ces données-là pour tâter les tendances générales du marché et mieux se positionner en tant qu'entreprise. Il y avait aussi des données internes à l'entreprise qui pouvaient être disponibles. Donc, on parle de vente, je veux dire, ils faisaient de la comptabilité là, à cette époque-là aussi. Donc, il y avait des carnets de vente. Ils faisaient de la publicité aussi à cette époque-là. Ils pouvaient avoir des rapports d'usine. Donc, par exemple, quelle machine, c'est quoi sa capacité, combien on l'a utilisé aujourd'hui, les bris sur les machines. Donc, il y avait de l'information qui était, des données, en fait, qui étaient disponibles à cette époque-là. Puis, ils pouvaient les utiliser, les analyser pour avoir une meilleure idée de l'état de l'entreprise à partir de ces données. Puis même,
on pense que la notion de prévision, c'est récent, mais ça ne l'est pas du tout. À cette époque-là, on parle de 1913. Ils faisaient des prévisions, par exemple, des prévisions de vente à partir de leurs données. Donc là, on parle de c'est vraiment pas récent tout ça. La grande différence, je vais peut-être revenir ici, la grande différence, en fait, entre 1913 et aujourd'hui, c'est la capacité de nos ordinateurs à effectuer les calculs à une vitesse qui est grande. Parce qu'évidemment, dans le temps, les calculs, ils les faisaient à la main. Donc, à chaque nouveau mois, il fallait qu'on refasse des calculs. À toutes les fois qu'on avait des nouvelles données, on refaisait des calculs à la main. Aujourd'hui, on est capable de passer tout ça à travers l'ordinateur, de le calculer rapidement, d'avoir des résultats rapidement, puis d'avoir une boucle de rétroaction qui est rapide également. Puis c'est en fait ça qui fait toute la différence. Puis là, je vous ai parlé de statistiques, mais aujourd'hui, on ne parle pas vraiment de statistiques d'affaires. On va parler d'analytique. Donc, la différence entre les deux se passe beaucoup dans le langage commun. Donc, les notions de statistiques vont être utilisées dans un contexte qui s'appelle l'analytique. Puis, l'analytique, c'est vraiment, si je peux dire, d'utiliser entre autres des notions statistiques, mais en visant une prise de décision efficace en entreprise. Donc, c'est vraiment l'application des statistiques. Puis, je dirais même que ce n'est pas juste l'application des statistiques. Pour être capable de prendre les bonnes décisions dans un contexte d'affaires, en se basant sur des données, de l'information et de l'intelligence, il faut avoir une connaissance du domaine d'affaires aussi. Donc, il y a toute la notion de compétences d'affaires, de connaissance de son milieu qui est super importante parce qu'on a besoin d'interpréter l'information et l'intelligence qui nous est envoyée par nos statistiques pour être capable de prendre des bonnes décisions. Donc, c'est pour ça que c'est multidisciplinaire. C'est pas vrai que c'est juste des maths, c'est pas vrai que c'est juste des statistiques. Il y a vraiment toute la connaissance générale du domaine d'affaires qui est super importante à ce niveau-là. Donc, l'analytique d'affaires maintenant, c'est quoi toute cette chose-là? Parce que c'est un terme assez vaste. Puis en passant, c'est une petite note que je pense qui est importante à faire. Les mots dans l'usage commun sont souvent utilisés ou interprétés de façon diverse. Donc, pour être capable de vous offrir des définitions qui sont assez claires, j'ai été pigée dans nos amis les ressources scientifiques. Donc, chaque définition que je vous donne est vraiment appuyée par un article. Par contre, ça se peut que dans le langage courant, il y a des petits des mots qui soient utilisés dans des contextes qui sont légèrement différents. Donc, je veux juste vous avertir de ça. Puis si jamais vous avez des questions, vous avez entendu que telle chose, ah non, mais c'est peut-être autre chose, je regarde je regarde le chat, je regarde les commentaires. Donc, si vous avez envie d'en discuter pendant que je présente, je vous invite à inscrire vos commentaires là. Ça va me faire plaisir d'apporter les nuances qui sont nécessaires. Donc, l'analytique d'affaires. Un beau petit graphique encore. L'analytique, il y a différentes méthodes, différentes applications de l'analytique. Puis c'est le fun de les représenter sur un graphique comme ça. Hein? On ne sort pas les maths de la fille, donc on va présenter ça sur un graphique. Au départ, on a l'analytique qui est descriptive. Donc, avec l'analytique qui est descriptive, on va vraiment être capable de regarder c'est quoi qui s'est passé. Donc, on va être capable d'avoir des mesures, comme par exemple, je vous parlais précédemment des ventes passées. C'est avec l'analytique descriptive qu'on va être capable de quantifier c'est quoi les ventes passées, c'est quoi le pourcentage de variation des ventes de ce mois-ci par rapport au mois passé. Ensuite, il y a l'analytique diagnostique. Puis ça, c'est vraiment de creuser plus dans ces données pour être capable de trouver c'est quoi exactement qui s'est passé. Donc, par exemple, mes ventes ce mois-ci sont plus grandes que celles du mois passé. Qu'est-ce qui peut expliquer cette variation-là? Donc, c'est en essayant d'aller creuser dans différentes données qu'on peut être capable de poser ce diagnostic-là. Puis, ces deux types d'analytiques-là, qui sont descriptives et diagnostiques, inquiétez-vous pas, je vais donner plus d'exemples et plus tard, c'est des décisions qui sont basées sur notre interprétation du passé. Parce que je vous rappelle, l'analytique, c'est vraiment d'être capable d'utiliser des chiffres, des outils mathématiques et statistiques pour être capable de prendre des meilleures décisions en entreprise. C'est vraiment ça le gros focus, c'est la décision en entreprise. Ensuite, on a l'analytique qui est prédictive. Donc là, ce qu'on veut savoir, c'est prédire ce qui va se passer.
on reprend l'exemple des ventes, c'est d'être capable de prédire combien de ventes je vais faire le mois prochain. Euh, donc là, à ce moment-là, notre décision qu'on va prendre est basée sur le scénario le plus probable du futur. Parce que c'est des probabilités, on ne sait pas ce qui va se passer demain, là. On peut juste estimer en se basant sur les données passées de qu'est-ce qui peut se passer dans le futur. Puis finalement, moi, c'est ma préférée, c'est l'analytique prescriptive. Donc, c'est vraiment là où les maths vont nous permettre de savoir exactement quoi faire. Évidemment, il y a toujours la notion de risque là-dedans, là. Mais c'est vraiment d'être capable de dire spécifiquement, ben, c'est quoi la meilleure décision que tu peux prendre. Donc, dans le cas de mes camions, par exemple, ben, le fait que je suis capable d'avoir une route qui minimise mon temps de livraison totale si je veux voir tous mes clients, bien, la route, c'est une décision finale. Donc, je sais exactement quel client aller voir en premier, en deuxième, en troisième. Je n'ai pas besoin de faire cette route-là manuellement. Donc, c'est un type de décision que je peux prendre, puis c'est l'analytique prescriptive. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc là, si on va un petit peu plus dans l'analytique descriptive, le but de ça, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble de son entreprise. Puis probablement, j'espère que vous l'utilisez déjà, parce que c'est vraiment la première chose qui devrait être faite dans votre entreprise. Si vous utilisez des métriques, si vous avez des KPI, ça c'est des Key Performance Indicators, des métriques de performance, c'en est. Si vous utilisez de la visualisation de données, des tableaux de bord, si vous faites des rapports puis que vous incluez, vous incluez des graphiques à l'intérieur de ces rapports-là, bien, vous faites de l'analytique descriptive. D'autres exemples de l'analytique descriptive, ben, des rapports d'exploitation, des ventes, des rapports de vente d'événements passés, des données d'utilisation et d'engagement des médias sociaux, de campagnes marketing. Donc, si vous faites des activités de marketing numérique, vous avez des statistiques de ça, c'est de l'analytique descriptive. Si vous faites des questionnaires, vous analysez ces données-là, c'est aussi de l'analytique descriptive. Donc, c'est vraiment un regard sur le passé. Un exemple, c'est un dashboard ici. Puis, ce que j'aime de cet exemple-là, c'est qu'on voit bien la notion de connaissance de son marché, puis l'importance d'être capable d'interpréter ces données, parce que des statistiques ou juste des valeurs comme ça, c'est pas suffisant. Donc, cet exemple-là, d'ailleurs, pour ceux qui sont connectés avec moi sur LinkedIn, je m'excuse, hein, j'ai déjà parlé de cet exemple-là. Donc, à première vue, ce que je peux remarquer sur ce dashboard-là, qui est un dashboard, un tableau de bord de vente, c'est que mon cycle de vente ici a augmenté de 11 euh, On pense que c'est bon ou que c'est peut-être pas bon, je ne sais pas. Mais là, si on regarde, ah non, il manque des affaires. Il manque des affaires là-dessus. Bon, écoute, on va passer peut-être rapidement sur cet exemple-là. Il y a des choses un petit peu plus loin de ce côté-là qui sont pas inclus. Mais en gros, c'est d'être capable de partir d'un tableau de bord comme ça, d'interpréter ce qui s'est passé, puis il faut creuser un petit peu pour ça. Pour ceux qui sont intéressés à avoir l'analyse du tableau de bord, n'hésitez pas à me contacter, m'envoyer un courriel, ça va me faire plaisir de complémenter l'exemple. Ensuite, l'analytique diagnostique. Donc, ça, c'est vraiment de creuser pour comprendre. Une différente technique qu'on utilise pour l'analytique diagnostique, c'est l'exploration de données, tout ce qui est corrélation, data mining, donc vraiment forage de données. Ici, c'est un exemple que j'aime vraiment beaucoup. Ce n'est pas un exemple qui est récent, mais moi, ça m'a toujours marqué. C'est une compagnie de bottes, OK? Une compagnie de bottes qui essayait de mieux comprendre leur marché. Puis c'était des bottes de construction, comprends-tu? Fait eux, il y avait dans l'idée que ben, leur seul client, c'était des gens de la construction. Puis il avait donné comme mandat à une entreprise de creuser les données des réseaux sociaux pour valider ça, ou bien de, en fait, valider c'était quoi leur marché réel. Puis là, en analysant les mots qui étaient sur les réseaux sociaux, puis le lien entre ces mots-là, donc c'est ce qu'on peut voir, dans l'image du milieu, bien, ils ont été capables de voir que finalement, oui, ces bots-là étaient beaucoup associés à la notion de sécurité. Donc, c'est des bots de construction nécessairement, il faut que ce soit des bots sécuritaires. Sauf qu'ils se sont aussi rendus compte, puis ça, c'est ce qu'on voit à la troisième image, c'est que c'était des bots
très populaire auprès des blogueurs mode. Puis eux, ils n'étaient absolument pas conscients de ça. Puis ce qui est super intéressant avec cet exemple-là, c'est que ces bottes-là spécifiquement on pouvait seulement les acheter via des entreprises de construction. Donc, je pense que c'était littéralement le syndicat ou quelque chose comme ça qui achetait des bottes pour ses employés. Puis, il n'y avait pas moyen pour un consommateur d'acheter directement ces bottes-là. Donc là, l'entreprise, réalisant ça, donc en ayant creusé un peu plus loin, ils ont été capables de réaliser que finalement, auprès des blogueurs mode, il y avait un bon marché, puis ça valait la peine de mettre en place un système de distribution qui donnait accès beaucoup plus facilement à ces gens-là aux produits. Donc, exemple que j'adore. Maintenant, on arrive à l'analytique prédictive. Là-dedans, puis je pense que c'est ici, en fait, que le plus pas d'incompréhension, mais c'est ici, en fait, que c'est le plus le fouillis dans les explications générales, puis dans notre imaginaire collectif à qu'est-ce qui a rapport là. L'analytique prédictive, il y a des analyses statistiques qu'on peut faire. Donc, on parle de prévision de vente, par exemple, la simulation, donc simuler les différents scénarios pour le futur, puis il y a le machine learning qui rentre ici. Puis, je trouvais ça important de vous mettre les deux en parallèle parce que, par exemple, des prévisions de vente, si vous avez une petite boutique, toutes vos prévisions de vente, par exemple, vous les avez sur Excel. Toutes vos ventes passées, vous les avez sur Excel, bien, c'est fort possible que vous soyez en mesure directement avec Excel de vous faire des prédictions de vente, des estimés de ça va être quoi les ventes du mois prochain, dans 2 mois, l'année prochaine, etc. C'est pas intelligent comme système, on s'entend. C'est vous qui êtes capable, avec vos données, d'arriver à quelque chose. Mais le machine learning est aussi une technique qui sert à faire des prédictions. Donc, il y a une gamme de méthodes plus ou moins intelligentes qui vous permettent d'arriver au même résultat. Puis c'est là où moi, je trouve que c'est important de les mettre toutes ensemble parce que la différence, ce qui va faire en sorte que vous utilisez le machine learning, puis on va revenir sur la définition du machine learning un petit peu plus loin. Inquiète-toi pas, Amélie, il y a des slides spécifiquement pour ça. Je vais vraiment prendre le temps d'en parler plus en profondeur après. Euh, mais ça a vraiment rapport avec la quantité de données que vous avez. Donc, si vos données rentrent sur un fichier Excel, probablement que vous n'en avez pas en quantité industrielle. Vous en avez une quantité raisonnable. Donc, vous êtes capable d'utiliser un système qui est de base, qui est Excel, pour être capable de faire vos prévisions. Le machine learning, pour être en mesure de l'utiliser, je vais vraiment juste passer rapidement là-dessus puisqu'on va en parler plus loin, mais vous avez besoin de très grandes quantités de données. Donc, par exemple, une boutique en ligne qui fait des milliers de transactions à chaque jour, là, a avantage à utiliser le machine learning parce qu'elle a énormément de données sur lesquelles se baser. En fait, le machine learning va être performant, va valoir la peine à mettre en place quand on a beaucoup de données. Encore une fois, je ne m'éterniserai pas là-dessus. Mais donc, ça fait partie un peu toute de l'analytique prédictive parce que le but, c'est de prévoir. Hein? Donc, c'est ça notre objectif décisionnel. Des exemples d'applications, par exemple, maintenance prédictive des équipements ou des véhicules. Donc, vraiment plus en lien avec des choses physiques. Évidemment, l'exemple des prévisions de vente, prévisions de l'inventaire. Puis ça, on voit ça dans le manufacturier, dans les services, dans le tourisme aussi. Prévision de l'achalandage. Donc, que ce soit magasin, centres commerciaux, je dirais magasin, surtout là avec la COVID, c'est quand même un concern qui est important. Mais en temps régulier, pour les centres commerciaux, ça peut être super intéressant de faire la prévision de l'achalandage, entre autres pour faire varier les prix des emplacements en fonction de l'achalandage, pour les centres d'attraction, pour la restauration aussi. Ensuite, d'être capable de prédire le comportement des consommateurs, faire des systèmes de recommandations, ça peut rentrer là-dedans aussi. Donc, c'est un peu ça pour l'analytique prédictive. Le but, c'est d'anticiper le futur, n'est-ce pas? Ensuite, l'analytique prescriptive, donc comme j'en parlais précédemment, le but de ça, c'est vraiment de savoir quelle décision prendre spécifiquement. Puis pour ça, les techniques qu'on va utiliser là-dedans, c'est l'optimisation des modèles basés sur la logique, des systèmes experts. On va en reparler des systèmes experts un peu plus tard aussi. Donc, le résultat de ça, c'est vraiment quelle est la meilleure décision pour moi. Des exemples d'applications pour ça,
le premier exemple que j'ai donné, donc dans le transport, optimiser des trajets, des réseaux de distribution. Aussi au niveau de l'optimisation de la production ou de l'inventaire, donc être capable d'avoir, de rentabiliser au maximum nos équipements, nos ressources. Euh, Planifier les horaires, planifier la composition des équipes, donc savoir précisément qui doit travailler quand en fonction de l'ancienneté, en fonction de leurs préférences d'horaire, en fonction de leur congé, parce qu'on s'entend que c'est long à faire ça à la main, là, surtout si vous avez une compagnie de, par exemple, si vous êtes une société d'autobus, donc vous avez beaucoup de véhicules, vous avez beaucoup d'employés. Faire fitter ça tout ensemble, c'est super compliqué. Faire ça à la main, c'est un casse-tête épouvantable. Donc, il y a des systèmes qui peuvent le faire à votre place. Puis, meilleure prochaine action. Ça, je trouve ça intéressant, la meilleure prochaine action, parce que souvent, quand on parle de ça, on pense à des systèmes de recommandation comme ceux de Netflix. Donc, c'est quoi le prochain film que je devrais regarder? Par contre, ce concept-là peut aussi être utilisé pour vos équipes, par exemple, pour aider vos équipes de vente, par exemple, à savoir où allouer leur temps. Donc, par exemple, en analysant les actions puis les clients potentiels, ben, c'est quoi en fait la meilleure prochaine action que le représentant des ventes devrait faire pour maximiser les prochaines ventes? Donc, qui il devrait contacter, quels documents il devrait envoyer, tout ça. Donc, quand vous avez, encore une fois, beaucoup d'employés, beaucoup de clients, mais ça devient intéressant d'avoir un système comme ça pour augmenter la productivité, aller plus vite, puis moins se casser la tête à savoir, ah, c'est quoi vraiment la prochaine étape que je devrais faire. Bien là, clairement, vous avez des recommandations. Mm. Ah oui, note importante. Euh, Il y a une note importante à faire ici parce que c'est pas parce que on a une recommandation d'une bonne décision que nécessairement la décision se fait toute seule. Donc, majoritairement, ces outils-là, c'est des outils d'aide à la décision et non pas des outils pour lesquels on délègue la décision. Euh, Quand le système prend la décision à notre place, c'est vraiment préférable de parler d'automatisation. On va en parler plus loin aussi. Dans ce cas-là, par exemple, si on parle de la route de transport, donc la route va nous être donnée, on a à la valider puis à l'envoyer. Donc, ce n'est pas nécessairement fait de façon automatiquement. Quand on ajoute la notion d'automatiquement, ben là, ça va être juste une combinaison, en fait, de l'analytique prescriptive et de l'automatisation. Parce qu'il y a aussi ça, là, souvent, on va utiliser conjointement certaines méthodes. C'est nécessairement pour faire de l'analytique prescriptive, ben, j'ai besoin de savoir c'est quoi qui va se passer dans le futur. Donc, pour être capable de faire un modèle de meilleure décision, ben, j'ai possiblement besoin d'avoir fait des prévisions juste avant. Donc, c'est très fréquent de combiner plusieurs outils un à la suite de l'autre. Puis là, juste pour faire un petit rappel de c'est quoi l'analytique, ben, c'est l'ensemble de différentes méthodes qui nous servent à prendre des meilleures décisions en se basant sur le passé, sur qu'est-ce qui va se passer possiblement dans le futur, puis en fonction de tout ça, ben, c'est quoi la meilleure décision que je devrais prendre. Maintenant, l'intelligence d'affaires, parce que là, j'en ai pas trop parlé. Hein? L'intelligence d'affaires, c'est un autre mot qu'on utilise, puis probablement quand j'ai parlé d'analytique, pour certains, ouais, mais ce que tu me dis là, en fait, c'est l'intelligence d'affaires. Oui et non. L'intelligence d'affaires, c'est vraiment un terme, c'est pas une méthode en tant que telle, c'est vraiment un terme qui est utilisé pour désigner l'ensemble des processus et des technologies qui permettent à l'entreprise de prendre des décisions plus éclairées. Puis, comme vous voyez, cette définition-là n'est pas jeune. Hein, c'est faite par un monsieur en 1958 qui travaillait chez IBM. Donc, il y a toute la notion de système informatique intégré qui est super importante ici. Donc, pour faire de l'intelligence d'affaires, ben, idéalement, vous avez un CRM, vous avez un ERP, vous avez l'information se parle pour être capable de prendre des bonnes décisions. Donc, l'intelligence d'affaires, c'est un peu d'avoir tous ces systèmes-là et d'utiliser des techniques analytiques par-dessus pour être capable de prendre des bonnes décisions. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé de majeur dans les dernières années qui ont un petit peu révolutionné la game? Ben, c'est le fait qu'avec l'ordinateur, avec l'Internet, ben, les petites données qu'on avait, les données qui rentraient sur un fichier Excel ou même les données en fait qu'on avait sur des bouts de papier puis qu'on traitait à la main
en 1913, ben là, c'est que ça ne tient plus, là. Là, on a des données qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent, puis c'est une autre grosse, donc différence, là. Puis c'est là où on a commencé à parler, au début des années 2000 du big data. Le big data, ça fait vraiment référence à cette explosion-là de données. Puis, ben, ça a créé un petit peu de problème parce que là, tout d'un coup, on avait plus de données, donc il y avait plus de possibilités aussi au niveau de l'utilisation de ces données-là. Puis on avait aussi un gros challenge informatique au niveau de la gestion de ces données-là. Donc, c'est vraiment tout ça qui fait partie du big data. Quand on parle du big data, on parle vraiment des 4 V. J'ai vu passer aussi qu'il y avait des fois, il y a des gens qui parlent de 6V ou de 10V. Vraiment, de façon classique, il y en a 4. Donc, on parle du volume. Donc, ça, c'est vraiment la quantité de données. La vélocité, c'est la quantité à laquelle les nouvelles données sont générées. Donc, être capable de prendre en compte, à peu près en temps réel, de toute cette nouvelle information-là. Et encore une fois, en temps réel, d'être capable de prendre des décisions là-dessus. Ça, c'est un gros challenge. Au niveau de la variété, je ne traiterai pas de la même façon mon fichier Excel avec mes données de vente qu'une image de chat. Hein? Pourtant, l'image de chat, c'est aussi un type de données. Donc, au niveau de la variété, on parle de son, on parle de vidéo, on parle de chiffres, de lettres, de long texte, de documents PDF. Donc, au niveau de la variété des données, là, ça explose aussi. On en a vraiment beaucoup. Puis, c'est pas du tout pareil qu'il faut gérer tout ça. Puis ensuite, au niveau de la véracité, on s'entend que sur les internets, c'est pas tout ce qu'on lit qui est vrai. Ben, c'est ça aussi pour les données. Donc, le challenge de s'assurer que les données sont bonnes, c'est quand même assez important. Donc, c'est vraiment tout ça qui rentre dans la notion du big data. C'est pas une technique à proprement parler, c'est vraiment un concern, je dirais. C'est vraiment une réalité, si on veut. Ensuite de ça, être data-driven, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, on voit ça passer aussi. Donc là, j'ai vu, OK, je peux avoir de l'intelligence d'affaires, il y a des systèmes informatiques, il y a le big data, c'est beaucoup de données, j'ai l'analytique, j'ai des techniques pour analyser mes données. Mais là, être data-driven, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut juste dire que j'emmagasine des données? Pas tout à fait. Quand on dit qu'une entreprise est data-driven, c'est qu'elle prend des décisions stratégiques basées sur l'analyse et l'interprétation des données. Puis ce concept-là a, entre autres, été popularisé, si on veut. Je vais vous sortir un petit livre ici, par ce livre-là ici, qui est The Lean Startup. Puis c'est vraiment, en fait, la façon que les startups technologiques sont créées généralement. Puis ça va être vraiment dans l'extrême où on utilise les données littéralement pour adapter et changer son modèle d'affaires. Donc, ben, c'est ça, je me suis précédée. Donc, l'extrême du data-driven, c'est une entreprise qui fait vraiment évoluer son modèle d'affaires basé sur ses observations des données. Puis, un exemple d'une entreprise qui est data-driven puis qui réussit bien là-dedans, c'est Airbnb. Airbnb est vraiment à l'écoute des tendances et de ses données, puis c'est de cette façon-là qu'elle reste alignée sur ce que ses consommateurs ont vraiment besoin. C'est comme ça que Airbnb a commencé, mais vraiment récemment, donc l'année dernière, Airbnb a réussi à se réinventer, si on veut, un peu grâce à ça. Donc, on va s'entendre sur le fait que Airbnb a beaucoup de données. Puis, en observant ces données, en explorant ce qui se passait dans ces données, elle a réalisé que, ben, suite à la pandémie, donc évidemment, les gens ne peuvent plus voyager, mais il y a de plus en plus de réservations qui étaient faites à moins de 500 km du lieu de résidence des gens. Donc, voyant ça, ils ont décidé d'adapter leur produit, qui est le site d'Airbnb, puis ils ont modifié leur algorithme de recommandation pour suggérer davantage de propriétés qui étaient proches du lieu de résidence des gens qui allaient consulter la plateforme. Donc, au lieu d'avoir une suggestion d'un appartement en Normandie, ben là, les gens avaient des suggestions d'appartements à Terrebonne, par exemple.
tu sais. Fait que c'est vraiment, ils ont été capables, en fait, tu sais, conserver de la business en proposant les bons items à leurs consommateurs. Euh, donc, on arrive à l'intelligence artificielle. On arrive à l'intelligence artificielle, donc c'est quoi ça? L'intelligence artificielle, c'est vraiment un regroupement de choses. On pense à tort que l'intelligence artificielle, c'est un synonyme du machine learning, alors que le machine learning est plutôt une composante de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, c'est toutes ces choses-là ici. Hein. Quand on parle de deep learning, c'est une sous-catégorie du machine learning. Puis, je vais définir un petit peu plus en détail juste après qu'est-ce que plus spécifiquement le machine learning, mais il y a d'autres choses aussi. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle aussi de traitement automatique du langage. Donc, on peut faire de la traduction, on peut faire de l'extraction d'informations. Puis, extraire de l'information, c'est intelligent dans une certaine mesure, mais ça peut être juste une suite logique de choses qui se font. Donc, c'est en ce sens-là où c'est pas tout à fait de l'apprentissage automatique, parce que quand on parle d'apprentissage automatique, il y a vraiment une notion d'apprentissage sur des données passées. Alors que dans le cas du traitement automatique du langage, il peut y en avoir, mais pas nécessairement. On parle de parole aussi. Donc, d'être capable de faire le lien entre parole vers le texte. Donc, par exemple, quand vous parlez à votre téléphone à Siri, Siri qui vous répond oui en partie en parole, mais qui peut vous sortir aussi plein d'informations sous le texte. Des systèmes experts. En fait, je pense que je vais prendre le temps d'en parler un peu parce que c'est peut-être là où il y a une plus grosse différence avec le machine learning. Quand on parle de système expert, généralement, je vais vous donner un exemple, en fait. C'est très fréquent dans le milieu qui est médical. Donc, par exemple, quand on va être capable de faire un diagnostic plus rapide d'une maladie, on peut rentrer une liste de symptômes, puis il va y avoir un système qui nous donne une liste de maladies qui sont potentielles par rapport à cette liste de symptômes-là. Donc, là-dedans, c'est vraiment comme si on avait demandé à plein d'experts d'étaler leur savoir. On a structuré cette information-là grâce à des équations, grâce à du code informatique, pour être capable de faciliter en fait le retour de la bonne information. Donc, par exemple, dans une entreprise, ça pourrait être les connaissances des seniors qui sont formalisés dans un système expert pour aider les juniors à être capables de réaliser leurs tâches plus rapidement. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment un screenshot, si on veut, d'une connaissance experte qu'on utilise de façon structurée pour soit comme mémoire d'entreprise, soit pour faciliter de la prise de décision, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de notion d'apprentissage là-dedans. Ensuite, pour l'intelligence artificielle, on reprend un peu le concept d'optimisation ici. Toute la planification, ça rentre là-dedans aussi. La robotique, l'automatisation, je vais en parler un peu après aussi. Tout ce qui est vision, reconnaissance d'image. Une petite note qui est importante, la plupart des modèles ne sont pas strictement un ou l'autre. Donc, ce n'est pas des catégories à part entière. Donc, quand on parle de vision, par exemple, bien, généralement, ça va être des algorithmes d'apprentissage profond, de deep learning qui sont utilisés pour ça. Donc, c'est vraiment juste pour donner un overview des différentes ramifications de l'intelligence artificielle. Maintenant, machine learning, non, ce n'est pas un synonyme de l'intelligence artificielle. Le machine learning, c'est vraiment un système qui a l'habileté d'acquérir ses propres connaissances en regardant dans des données passées, puis en faisant par lui-même des liens à travers l'information qu'il trouve. Donc, c'est vraiment le système qui va réussir à faire émerger des patterns et des tendances dans les données, puis qui va être capable, en fait, de se renforcer à travers ça et d'être capable, à la fin, de faire des prévisions qui sont meilleures, vraiment basées sur les données passées.
c'est quoi la différence? Donc, j'ai une question ici. C'est quoi la différence profonde entre système expert et machine learning? Le machine learning, c'est la machine qui va par elle-même aller regarder dans les données passées pour être capable de faire des prévisions. Le système expert, c'est vraiment, tu n'as pas le choix d'avoir un individu qui est à l'écoute d'un expert et qui va formaliser ses connaissances en équations et en algorithmes. Donc là, tu n'as pas de machine qui va apprendre sur les données passées. Dans le système expert, tu as vraiment une formalisation des données qui appartiennent à la tête de quelqu'un. J'espère avoir rendu ça un petit peu plus clair. Des exemples d'applications supplémentaires pour le machine learning. Donc, on a des prévisions de vente plus précises qu'avec des techniques classiques. Donc, être capable de prédire quels clients sont susceptibles d'arrêter d'acheter afin de faire des actions ciblées, puis des systèmes de recommandation. Puis l'autre intérêt du machine learning, c'est qu'étant donné qu'il est capable un peu de s'adapter et de gérer beaucoup de données, il y a vraiment plus sa place en étant intégré à des systèmes d'opération. Là, j'ai parlé d'un algorithme. Bon, c'est quoi un algorithme? Parce qu'un algorithme et l'intelligence artificielle, ce n'est pas la même chose. Un algorithme, c'est simplement une suite d'instructions qui est effectuée par un ordinateur. Donc, littéralement, tout ce qui fonctionne sur votre ordinateur fonctionne grâce à un algorithme. Un algorithme, c'est une suite d'opérations, c'est une suite d'instructions. Puis un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est la recette pour cuisiner des biscuits Pillsbury. Donc, première étape, ouvre le four à 350. Mets les biscuits sur une plaque à cuisson. Enfourne-les. Si ça fait moins de 10 minutes qu'ils sont dans le four, touche pas, laisse-les là. Mais si ça fait 10 minutes, mais moins de 14 minutes, là, va faire des vérifications. Donc, est-ce qu'ils sont dorés? Si oui, sors-les du four. S'ils ne sont pas dorés, continue encore une minute de plus. Puis finalement, si ça fait 14 minutes qu'ils sont là, sors-les. Ce que je viens de vous dire, c'est une suite d'instructions. Mais si je les donnais à mon ordinateur et que mon ordinateur était capable de faire de la cuisine, alors ce serait un algorithme. Bon, on arrive à l'automatisation. Qu'est-ce que c'est ça? L'automatisation, c'est de faire réaliser par un ordinateur ou une machine une séquence d'actions spécifiques. Donc, j'avoue qu'à ce niveau-là, il y a peut-être un peu un lien avec l'algorithme. Donc, l'automatisation, nécessairement, va fonctionner grâce à des algorithmes. Puis ici, en fait, il y a beaucoup de gens, en fait, j'ai vu dans beaucoup d'articles des gens qui utilisaient de façon très interchangeable les notions d'automatisation et d'intelligence artificielle. Par contre, ce n'est pas parce qu'une suite d'actions est automatisée que c'est nécessairement intelligent. Ici, par exemple, l'automatisation des processus traditionnels, c'est un autre exemple que j'aime donner. Il y a une application qui s'appelle Zapier qui te permet d'automatiser des petites tâches. Donc, par exemple, quand tu reçois un courriel, si dans le courriel, il y a une pièce jointe, peut être faite de façon automatisée, mais ce n'est pas intelligent. C'est juste une suite. Donc là, est-ce que vous m'entendez toujours? J'ai comme eu mon ordinateur qui m'a. Oui, OK, phew, mon Dieu, j'ai eu peur, mon ordinateur. OK, est-ce que vous avez manqué quelque chose? OK, parfait. Si jamais je repars, s'il vous plaît, m'en avertir. Je ne sais pas pourquoi il y a très peu. Merde. Comme ça, est-ce que c'est mieux? OK, je vais essayer de rester là. Je m'excuse, je pense que c'est mes écouteurs qui ont décidé de cesser de vivre. OK, parfait. OK, OK. Bon, merci tous. Allons-y. Donc, l'automatisation, quand les processus sont très, très, très simples, on a plusieurs cas qui suivent le même processus structuré. On va utiliser l'automatisation des processus traditionnels. Donc, vraiment dans le cas où j'ai une suite d'instructions très, très, très simple, j'ai un courriel, il y a une pièce jointe, mets-la dans un fichier à part. Ensuite de ça, on a le cas où on va intégrer l'intelligence artificielle là-dedans. Il y a une certaine notion de travail répétitif, mais pas assez pour faire de l'automatisation classique. J'ai quand même certains cas d'exception. J'ai besoin d'une certaine intelligence de plus. J'ai besoin de, par exemple, si je reprends mon code courriel, ça pourrait être si je reçois un courriel qui parle de clients,
et qu'il y a une pièce jointe, alors là, tu mets la pièce jointe dans un document à part. Donc, dans ce cas-là, il faudrait que le système soit en mesure de lire le courriel, de le comprendre, de l'interpréter. Puis quand on a cette notion-là de compréhension et d'interprétation, il y a une certaine notion d'intelligence. Donc là, on parlerait qu'il y ait de l'intelligence artificielle dans ce processus-là. Puis il y a le terme Robotic Process Automation qui est utilisé aussi pour parler de ces systèmes-là qui jumellent automatisation et intelligence artificielle. Puis finalement, donc ça ici, on ne voyait pas bien mon graphique au complet, mais il y a dans d'autres cas où on ne peut pas du tout utiliser l'automatisation. Puis ça, c'est pour quand on a plusieurs cas exceptionnels qui doivent être gérés de façon distincte. Donc, par exemple, c'est le cas d'un consultant qui fait vraiment du travail custom avec tous ses clients, puis qu'il n'y a pas de tâches qui fait qui sont identiques ou alors très peu. À ce moment-là, ben, c'est juste plus rentable que ce soit encore un humain qui effectue toutes ces tâches-là à cause de la gestion des cas spécifiques, des incertitudes, etc. Donc, certains exemples d'automatisation, bon, j'ai parlé de Zapier. On peut aussi penser à la génération automatisée de rapports opérationnels. Puis là, on pourra avoir les deux. On pourra avoir un cas où c'est strictement de l'automatisation. Donc, j'ai un rapport qui ne change pas. Donc, à chaque mois, j'ai mes mêmes ventes, j'ai mon même rapport qui est géré tout le temps. Ou d'autres fois où je pourrais avoir un rapport que, par exemple, j'aimerais ça qu'à chaque mois, ils me sortent les items les plus différents ou aller creuser un petit peu dans les données puis l'avoir en forme de rapport. Là, j'aurais besoin de l'intelligence artificielle pour me le dire. Envoi de courriel automatisé. Donc, par exemple, je veux envoyer une alerte au fournisseur ou au client quand des commandes sont effectuées, envoyées, livrées ou en retard. Mise à jour automatique d'un CRM, mise à jour automatique des inventaires ou de la chaîne logistique. Puis en fonction justement de la quantité de cas d'exception, dans certains cas, c'est possible de l'utiliser sans intelligence artificielle. D'autres fois, c'est nécessaire de l'utiliser. Mais c'est vraiment du cas par cas. Il y a vraiment les deux, en fait. Hmm. La science des données. Parce qu'on dirait que c'est un autre synonyme, ça, là, hein, la science des données. La science des données a été utilisée d'abord en informatique pour décrire les outils de calcul utilisés pour l'analyse de données. Donc, il y a vraiment cette composante-là d'informatique qui est propre à la science des données. Puis quand on parle de science des données, on va généralement l'associer, surtout dans le langage courant, au traitement de données qui sont grandes, qui sont volumineuses et à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, si vous embauchez un scientifique des données, par exemple, vous l'embauchez probablement pour qu'il fasse du machine learning, entre autres. Donc, vous voulez quelqu'un qui regarde dans les données passées, qui est capable de faire des modèles qui sont plus évolués, si on veut. Donc, ce serait vraiment ça les attentes par rapport à ce type de personnes. Euh, on arrive sur la fin. J'ai été un peu ambitieuse avec mon contenu, je pense. Je pense que c'est important de faire une petite distinction aussi avec transformation numérique parce que j'ai parlé au début de l'intelligence numérique, mais qu'est-ce que la transformation numérique? Une entreprise numérique investit substantiellement en technologie de l'information et possède des applications à la fine pointe. Donc, ça, c'est vraiment l'idée qu'on se fait de la transformation numérique. Ça a été extrêmement important pour les entreprises dans la dernière année de faire ce changement-là, donc de passer de systèmes papier en personne à des systèmes informatiques. J'aime cet escalier-là qui décrit. Bon, je ne suis pas nécessairement d'accord avec toutes les définitions qui sont là-dedans. C'est adapté d'un rapport fait par le CEFRIO. Euh, mais ça nous donne une bonne idée des différentes étapes de transformation numérique. Donc, on a vu beaucoup d'entreprises à l'étape artisanale, donc passer vraiment d'une entreprise qui est 100% en personne à une entreprise qui est capable de fonctionner en numérique. Mais plus on monte cet escalier-là, plus en fait, on va être amené à utiliser des techniques d'analytique, d'avoir des données qui sont grandes, de les exploiter d'une certaine façon. Donc, on peut dire en fait que l'analytique s'inscrit aussi dans un processus de transformation numérique dans ce contexte-là. Donc, c'est important pour moi de le mentionner ici.
Puis finalement, on arrive à l'intelligence numérique. C'est un terme qui est assez récent. Moi-même, je l'ai entendu assez récemment, puis j'ai trouvé que c'était le mot parfait, en fait, selon ma définition des choses. Puis ça vise vraiment à englober l'utilisation et le développement des technologies touchant au numérique par rapport aux données et par rapport à sa prise de décision aussi. Puis j'invente pas ce mot-là, là, c'est entre autres un mot qui est utilisé par des grands instituts comme l'IVADO, Institut de valorisation des données. Donc, on peut le trouver juste ici. Donc, voilà, je l'ai tiré entre autres d'ici. Bon, là, je vous ai présenté vraiment beaucoup de choses, hein. Je sais que c'était dense, puis probablement que vous vous demandez, surtout si vous êtes en entreprise, ben là, c'est parce que moi, j'aimerais ça, tu sais, utiliser mes données ou j'aimerais ça aller à l'étape suivante, tu sais. Puis c'est quoi? Est-ce que c'est le machine learning? Parce que tout le monde en parle, ça doit être ça qui est bon pour moi. Est-ce qu'il y en a une technologie qui est vraiment meilleure que les autres? Ce à quoi je vous réponds, ben, ça dépend. Hein? Ça dépend des besoins d'affaires que vous avez. Ça dépend du contexte de votre entreprise. Ça dépend de votre maturité numérique. Fait que dans votre transformation numérique, vous êtes rendu où sur le petit escalier que j'ai montré? Ça dépend beaucoup de ça, tu sais. Ça dépend aussi des ressources qui sont disponibles. Parce que quand on sens dans un gros projet, si par exemple on veut faire du machine learning, ben, on a besoin oui, de ressources financières. On a besoin d'avoir beaucoup de données. Est-ce qu'on les a, ces données-là? Est-ce qu'ils sont de bonne qualité? Est-ce que c'est vraiment ça notre prochaine étape ou on a des petites choses à faire en arrière? Donc, c'est vraiment important de se poser toutes ces questions-là. Puis, c'est là où, évidemment, hein, je me plug, n'est-ce pas? C'est un webinaire euh, sponsorisé par la compagnie Grid, donc parlons-en un petit peu. Moi, ce que je fais, c'est de vous aider à explorer comment l'intelligence numérique peut apporter quelque chose à votre entreprise. Puis pour ça, la première étape, c'est vraiment de faire un diagnostic, c'est de vraiment partir de tout ce que j'ai mentionné précédemment du contexte, des besoins, de la maturité, des ressources, puis d'être capable de faire le point sur tout ça, de quelle façon ça s'imbrique dans l'entreprise à l'heure actuelle. Puis c'est quoi la meilleure prochaine étape? Est-ce que c'est d'utiliser une machine learning? Est-ce que c'est d'implémenter plutôt un tableau de bord? C'est quoi qui va donner le plus de vitesse à votre entreprise? Puis c'est quoi qui va être le plus rentable? À court terme, à moyen terme, à long terme. Donc, moi, c'est vraiment ça que j'aide les entreprises à faire dans un premier temps. Puis, ce que je fais aussi, je comprends que les entreprises aiment être un petit peu maîtres de ce processus-là. Donc, ce diagnostic-là, je l'offre, oui, en version consultation, mais je le fais aussi en mode formation et accompagnement. De cette façon-là, je vous donne les outils pour être capable de reproduire l'exercice parce qu'évidemment, pour être proactif dans son adoption du numérique, c'est important de refaire le point, de refaire le diagnostic à une bonne période de temps. Là. Donc, je dirais à chaque an, 2 ans maximum, il faut être capable de revoir ce qu'on a puis de se demander c'est quoi la prochaine étape. Puis, si ça vous intéresse, hein, je vous fais une petite offre parce que vous êtes là avec moi aujourd'hui. Je fais un pré-diagnostic gratuit. Donc, c'est un questionnaire que vous pouvez remplir à l'adresse suivante. Puis, je vous donne aussi 1 heure de consultation pour terminer le pré-diagnostic avec ça. Puis j'espère, en fait, je sais que j'ai vu dans les inscriptions que c'est pas tout le monde qui a une entreprise. Donc, il y a un beau mix d'étudiants, de gens de l'académique aussi. Je trouve ça super le fun que ça vous a intéressé. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Puis en fait, si vous avez des questions, je les prendrai. Est-ce qu'il y a j'ai répondu quand même à certaines questions à travers le webinaire, mais en avez-vous d'autres? Ah, j'ai parlé. Amélie, mon Dieu, j'ai pas vu ton commentaire. J'ai parlé de deep learning. Est-ce que je vais y revenir? Le deep learning, c'est vraiment une sous-catégorie du machine learning. En fait, le mot deep est assez parlant. Là, c'est vraiment on rajoute des couches. Donc, en fait, on rajoute des couches de complexité à un modèle pour être capable de prendre en compte, en fait, une plus grande complexité de la situation. Dans un laps aussi court, c'est à peu près la seule explication que je peux vous donner comme ça. Bernard demande, est-ce que la présentation va être déposée dans mon blog? Je vais vous envoyer un lien. Je vais vous envoyer un lien avec la présentation. Donc, ça ne sera pas nécessairement sur mon blog, mais vous allez l'avoir dans vos courriels, chose sûre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'offre des stages? Ben, si tu es intéressé, oui, hit me up, ton CV, ton intérêt, toujours intéressé.
D'autres questions? Bon, ben merci Pierre, merci Marie-Jeanne. J'espère vraiment que ça vous a éclairé, là. Ah oui, puis si vous êtes intéressé, voici mes sources scientifiques. Oui, Jean-Sébastien, on peut se parler après. Euh, on ne sortira pas la PhD de moi-même, hein. J'ai tout fait dans les règles de l'art. Merci Samuel, content que tu aies aimé ça. D'autres questions? Euh, avec quel genre d'entreprise je travaille? Bonne question, Marie-Josée. Je travaille surtout avec des PME. Parce que des PME, je dirais surtout services ou produits numériques. Je suis très ouverte à travailler aussi avec du manufacturier. En fait, ce que je fais, c'est vraiment le défrichage, là. Donc, disons que j'ai une approche vraiment généraliste parce que j'aime trouver la solution optimale pour le client. Après ça, je vais aller me chercher des partenaires, par exemple, une entreprise manufacturière, ben, je vais aller chercher des gens qui ont travaillé spécifiquement avec le problème que je vais avoir identifié pour répondre à ce diagnostic-là. Donc, je fais un petit peu je suis un peu un hub, si on veut. Donc, je fais vraiment le premier travail d'observation pour trouver la meilleure solution. Puis après ça, je m'entoure des experts. Donc, j'aime travailler avec des entreprises de milieux variés, mais comme je dis, préférence pour les PME. Je trouve que la marge de valeur ajoutée est grande et belle. Est-ce que je travaille avec le secteur de l'éducation? Oui, un peu. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé. Florence, on pourrait se reparler si ça t'intéresse. Merci, Sébastien. Oui, à refaire, en effet. Des startups, oui, Marie-Josée, je travaille avec des startups, c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné. En fait, mes premiers clients, c'est des startups, principalement parce qu'il n'y avait pas de données. Donc, j'ai mentionné au début que je me spécialise pour les problèmes sans données. Donc, être capable de faire des modèles meilleure prochaine action, des modèles de prévision en se basant sur de l'information plutôt que des données. Donc, je suis vraiment plus au niveau du système expert, si la définition est là, mais oui, des startups. D'autres questions? Je peux aussi vous faire des signes comme ça en attendant que d'autres se manifestent. Non, toujours pas d'autres questions. Merci en tout cas aux gens de rester. Bonne journée à toi aussi, Marie-Josée. Ben, je vais rester jusqu'à. Mon Dieu, il est déjà les 59, hein? Ben, finalement, je pense que ça va être ça. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus de précision. J'adore parler aux gens, hein? Fait que, je vous souhaite une excellente journée, hein? On est mardi, il reste encore beaucoup de semaines. Je vous souhaite une belle tempête. Allez jouer dehors, amusez-vous. Puis à la prochaine, hein? À la prochaine tous. Bye bye.